Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. La loi de programmation militaire examinée en première lecture au Sénat. Un exercice difficile pour le gouvernement qui tente de maintenir le rang de la France en matière de défense malgré un budget serré. Autre priorité de cette loi, renforcer la sécurité et la cyberdéfense. Alors que le journal Le Monde révèle l'ampleur de l'espionnage américain en France, un amendement pour encadrer les interceptions de conversations téléphoniques doit être discuté au Sénat. On en parle avec notre invité ce soir, Jean-Marie Bockel, sénateur UDI-UC du Haut-Rhin. Week-end politique agité pour François Hollande. Sa proposition de faire revenir Leonarda mécontente plus qu'elle n'apaise. À Marseille, le président de la République a dû essuyer les huées et les sifflets des partisans de la sénatrice Samia Ghali. Est-on à un tournant du quinquennat? Débat à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous. Les révélations d'Edward Snowden n'ont pas fini de surprendre. Le journal Le Monde dévoile aujourd'hui l'ampleur de l'espionnage des services secrets américains en France. Les messageries Wanadoo et l'entreprise Alcatel-Lucent auraient fait l'objet d'une surveillance particulièrement renforcée. Nathalie Guilloire. La NSA espionne la vie privée des Français de façon massive. Selon le journal Le Monde, en moins d'un mois, entre le 10 décembre 2012 et le 8 janvier 2013, l'agence de sécurité américaine aurait effectué plus de 70 millions d'enregistrements de données téléphoniques dans l'Hexagone. Suite à ces révélations, Laurent Fabius annonce ce matin qu'il convoque l'ambassadeur des États-Unis au Quai d'Orsay. Ce type de pratique entre partenaires qui porte atteinte à la vie privée est totalement inacceptable. Et il faut s'assurer très rapidement, en tout cas, qu'elles ne sont plus pratiquées. Selon Le Monde, les cibles de la NSA concernent aussi bien des personnes suspectées de liens avec les activités terroristes que des personnes appartenant au monde des affaires, de la politique ou de l'administration française. Dans ces documents, on découvre également que l'agence de sécurité américaine s'est intéressée de très près aux messageries Wanadoo et à Alcatel-Lucent. Laurent Fabius annonce aujourd'hui que ce sujet sera évoqué au Conseil européen de jeudi, un conseil qui sera consacré aux enjeux du numérique. Et Jean-Luc Mélenchon demande ce soir à François Hollande de sortir de son silence. Il demande l'arrêt des négociations avec les États-Unis en vue de la création, je cite, d'un grand marché transatlantique jusqu'à ce que la preuve soit apportée que l'espionnage a cessé. Dans un contexte budgétaire restreint, les sénateurs examinent depuis ce matin en première lecture la loi de programmation militaire. Ce texte traduit sur le plan financier les orientations stratégiques fixées par le livre blanc de la défense, Mounir Soussi. L'armée française a l'épreuve des efforts budgétaires. Si le ministère de la Défense a réussi à conserver une grande partie de ses financements, il n'échappera pas à une nouvelle vague de suppression d'effectifs. Sur la période 2014-2019, c'est 34 000 postes qui devront disparaître. Dans le même temps, l'État va investir 730 millions chaque année dans la recherche et le matériel. Cet effort tourné vers les équipements, qu'il s'agisse des livraisons préservées, des programmes lancés ou de recherche engagée, en s'appliquant à nos forces, bénéficiera aussi évidemment directement à nos industries de défense, dont aucun des 9 secteurs majeurs n'est tenu à l'écart. Une partie du financement repose sur un montage basé sur des prévisions d'exportation et de vente de patrimoine immobilier. Des sénateurs veulent aller plus loin et poussent le gouvernement à céder des parts dans les entreprises de défense cotées en bourse. Je rappelle que sans le dire, depuis 1 an et demi, M. Ayrault a déjà cédé plus de 2,2 milliards d'euros, dont 3% de Safran. Les Français ne le savent pas, mais c'est déjà le cas. Alors ayons le courage de le dire, de l'afficher. Également au cœur du projet de loi, le renseignement et la cyberdéfense, des secteurs devenus hautement stratégiques avec les récentes révélations d'affaires d'espionnage entre États. Tout le monde est attaqué, que ce soit les États, que ce soit les sociétés industrielles, que ce soit les particuliers. Tout est objet d'attaques, d'espionnage, de sabotage. Alors je pense qu'il est grand temps de prendre tout ce fléau, parce qu'il s'agit d'un fléau, qui peut mettre à plat l'économie d'un pays. Alors que des casernes ferment, 400 recrutements dans les services de renseignement sont déjà prévus, un effort pour contrer les nouvelles formes d'agression. Jean-Marie Bockel, sénateur UDI-UC du Haut-Rhin, est avec nous ce soir. Merci d'être notre invité. Alors on va parler dans un premier temps de la LPM, la loi de programmation militaire. On vient de le voir, le contexte budgétaire est restreint. Est-ce qu'aujourd'hui, tel que le texte proposé par le gouvernement, garantit cet équilibre financier, ce financement de la LPM est-il garanti aujourd'hui? Écoutez, j'en accepte l'augure.
Ce que le ministre a négocié, d'ailleurs avec le soutien de notre commission et d'autres parlementaires, c'est le compromis le moins mauvais possible. Évidemment, il y a une part de risque. Je voterai pour avec une majorité des membres du groupe UDI. D'autres s'abstiendront ou voteront contre. Mais nous le faisons parce que nous faisons le pari que cette loi, contrairement à toutes les lois de programmation précédentes, sera respectée parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que si sur la pluriannualité de ce texte, à un moment donné, les budgets prévus ne sont pas au rendez-vous, alors le déclassement de notre outil de défense, malheureusement, cette spirale du déclassement sera une réalité que, bien sûr, nous ne voulons absolument pas. Mais comme nous connaissons aussi... On vous a quand même entendu émettre des doutes sur ces recettes exceptionnelles. Le gouvernement espère dégager 6 milliards d'euros en vendant notamment des biens immobiliers. Ça, vous n'y croyez pas? C'est-à-dire que la conjoncture n'est quand même pas simple. Par le passé, certains biens qui auraient dû être vendus ne le sont pas toujours, y compris appartenant à la défense. Donc voilà, encore une fois, si je ne croyais pas à la crédibilité de cette loi, je n'aurais pas prôné de la soutenir. Nous la soutenons parce que je pense que cette question doit transcender les différences politiques, parce que nous sommes dans un monde dangereux, parce que nos soldats ont fait la preuve, notamment cette année au Mali, mais également dans d'autres théâtres extérieurs, de leurs compétences, de leur professionnalisme, parce que nous avons besoin également de soutenir notre industrie de défense, parce que c'est un élément de notre indépendance stratégique, de notre influence. Donc, dans la difficulté, parce que la difficulté, elle est là, elle serait là, quelle que soit la majorité en place, nous devons soutenir notre armée. Par contre, ce qui est en train de se passer en ce moment en France, c'est un risque de décrochage économique de la France. Et là, naturellement, si ça devait arriver, parce que je trouve que le gouvernement, mais c'est un autre sujet, ne prend pas les mesures qu'il faut pour aider notre économie à redémarrer et donc à créer des richesses, là il y a un danger. Il y a un volet social important qui concerne la suppression de 34 000 postes. Est-ce que vous allez demander des contreparties pour les collectivités territoriales concernées par ces suppressions de postes dans l'armée ? Vous savez, moi j'ai connu ça comme maire également, des départs de régiments. L'armée, elle n'a pas vocation non plus à faire de l'aménagement du territoire. D'abord, elle a d'abord vocation à avoir une défense adaptée aux nouveaux enjeux. Il est prévu chaque fois qu'un régiment, qu'une unité s'en va, un dialogue avec les collectivités. Et il faut que cela continue. Mais attendons déjà de savoir quelles seront les décisions du gouvernement dans les prochaines années, savoir quelles seront les unités visées, bien sûr. Autre volet contenu dans ce texte, il concerne le renseignement et la cyberdéfense, un sujet que vous connaissez très bien, vous êtes l'auteur d'un rapport sur ce sujet. Le gouvernement va-t-il assez loin en matière de renforcement de la cyberdéfense ? Oui, c'est un point de satisfaction, tant le livre blanc que la loi de programmation militaire reprennent les propositions de mon rapport qui ont été votées à l'unanimité par la Commission. On renforce nos outils, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'état-major cyber, donc la partie défense, mais également la recherche-développement avec la Direction générale de l'armement. Au-delà de la dimension financière et personnelle, on met en place un certain nombre de règles, comme par exemple l'obligation de déclaration d'incidents de tous nos opérateurs d'intérêt vital, que ce soit des administrations, des services publics, des entreprises. Donc ça, c'est important. Mais naturellement, nous avons là un travail qui doit tenir sur plusieurs années et nous avons aussi un enjeu industriel parce que la cyberdéfense, la cybersécurité, c'est des équipements, c'est un certain nombre d'entreprises, grosses entreprises ou PME qui sont déjà dans l'aéronautique, le spatial ou sur les questions de sécurité et d'enseignement, peuvent aujourd'hui déployer des emplois, des développements tout à fait importants. Donc oui, il faut que cet effort s'inscrive sur plusieurs années. Jean-Marie Bockel, un mot sur l'affaire Snowden. L'examen au Sénat de la LPM coïncide avec les révélations dans le journal Le Monde de l'ampleur de l'espionnage américain. Est-ce que vous êtes choqué, comme Jean-Marc Ayrault dit l'être aujourd'hui, ou est-ce que vous pensez que le gouvernement est faussement naïf sur ces questions d'espionnage ? Oui, il faudrait éviter le bal des faux culs, comme on dit. Nous savons depuis juin, et nous savions bien avant,
qu'il y a un espionnage massif. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sont la cible. Il y a quelques mois, on parlait de la Chine. Demain, on parlera d'autres pays. Chaque pays fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Mais, et d'ailleurs, il est bon... Les États-Unis ont réagi. La Maison-Blanche dit les États-Unis espionnent comme tous les autres pays. Mais c'est exact. Je crois que c'est le président de la commission des lois à l'Assemblée, M. Urvoas, qui disait « Les Américains, ils pêchent au filet, nous, on pêche au harpon ». C'est-à-dire que, bon, cela dit, c'est quand même bien de profiter de l'émotion créée par cet espionnage massif qui donne le sentiment à tout citoyen, même si c'est pour de bonnes raisons, lutter contre le terrorisme, etc., qu'on n'a plus de vie privée, pour dire, bon, on a besoin d'avoir du renseignement pour la bonne cause, mais fixons une règle du jeu. Aujourd'hui, il n'y a pas de règle du jeu, il n'y a pas de convention internationale. Ça vaut pour nous, les Européens, ça vaut pour nous, la France et les Français, ça vaut pour les Américains. À réfléchir justement à peut-être fixer les limites. Et cette règle du jeu, elle ne sera peut-être pas toujours respectée, mais si elle n'est pas respectée, ceux qui ne la respecteront pas le sauront, et ceux qui découvriront, car tout finit par se savoir qu'elle n'a pas été respectée, le sauront aussi. Donc ça peut créer une certaine éthique quand même, sans naïveté. Merci beaucoup Jean-Marie Bockel d'avoir été notre invité. Adapter la loi à la diversité des modèles familiaux, notamment après le vote de la loi sur le mariage pour tous. Voilà pour les objectifs des groupes de travail lancés ce matin par Dominique Bertinotti, la ministre déléguée à la famille. Ces groupes composés de personnalités issues de la société civile doivent préparer la future loi famille. Ils rendront leur copie en décembre. Le détail avec Flora Sauvage. Statut du tiers, accès aux origines, droit de vote à 16 ans pour les élections municipales, le chantier est vaste. Pour le magistrat Jean-Pierre Rosenzweig, en charge de l'un des groupes de travail, les droits des enfants doivent être à la hauteur de leur responsabilité pénale. Car aujourd'hui, un mineur peut aller en prison à 13 ans, mais il ne peut pas signer un contrat ou voter avant 18 ans. L'enfant est censé être un incapable jusqu'à 18 ans, sauf, est-ce qu'on ne peut pas inverser la logique? Dire avant 16 ans, les parents font à la place de l'enfant, mais l'enfant donne son accord. Et à partir de 16 ans, il peut exercer des droits, sauf si les parents s'y opposent. Autre thème de réflexion, la médiation familiale. Aujourd'hui, elle est trop peu pratiquée, comme l'explique le président du tribunal de grande instance de Tarascon. L'utilisation de la médiation familiale dans un ressort judiciaire nécessite un véritable changement de culture judiciaire. On a l'habitude de trancher plutôt que d'essayer de faire évoluer les gens dans une meilleure approche de leur séparation. Dans son projet de loi, la ministre entend promouvoir toutes les familles, mais la question de la PMA pour les couples homosexuels semble définitivement enterrée. La question de l'ouverture de la PMA à des couples de même sexe, c'est-à-dire là on franchit une autre étape, puisqu'aujourd'hui la PMA est réservée à des couples dits stériles ou bien porteurs de maladies génétiquement très, très graves. Donc cette question-là n'est pas abordée. Les 4 groupes de réflexion doivent rendre leurs conclusions en décembre. Le projet de loi sera examiné au second semestre 2014. Procédure contre procédure. La justice ouvre une enquête préliminaire après les déclarations d'une candidate FN au municipal comparant la ministre de la Justice Christiane Taubira à un singe sur Facebook. Ce week-end, la garde des Sceaux a riposté, dénonçant la pensée mortifère et meurtrière du Front National. Le parti de Marine Le Pen a annoncé son intention d'engager une procédure judiciaire après des propos qualifiés d'outranciers. La ministre de la Justice se dit sereine. 24h Sénat, tout de suite le débat. Séquence difficile pour François Hollande. Déjà fragilisé, le président de la République a souhaité monter en première ligne dans l'affaire Leonarda, ce qui lui a valu une pluie de critiques alors qu'il tentait d'éteindre l'incendie. Paul Bouffard. Un accueil lui sera réservé, et à elle seule. Il voulait le faire lui-même, éteindre l'incendie Leonarda. Mais au final, François Hollande se brûle. Sans trancher entre fermeté et humanité, il ne satisfait personne. Pire, on l'accuse d'un manque de clarté. Merci. Et le fiasco continue. Quand par médias interposés, le président de la République française est interpellé par une jeune fille de 15 ans au Kosovo. En France, c'est le Capharnaüm. La majorité se déchire. Harlem Désir prend le président à contre-pied. Je souhaite que ses frères et sœurs et sa mère puissent également l'accompagner et revenir avec elle en France si tel est leur souhait. À Marseille aussi, les socialistes s'écharpent.
À l'issue des primaires, Patrick Mennucci sera candidat pour les municipales. Battu, Samia Ghali accepte de voir le gouvernement hué par ses partisans. Je voudrais dire maintenant à Jean-Marc Ayrault, à François Hollande, cette fois, pas de formule baladurienne, pas de « je vous demande de vous arrêter », même pas un ralliement, ce soir, aux candidats du Parti socialiste. Est-on un tournant du quinquennat? C'est le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir. Laurence Rossignol, sénatrice socialiste de l'Oise et porte-parole du Parti socialiste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe Bas, sénateur UMP de la Manche. Bonsoir monsieur. Et Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie du Val-de-Marne. Merci à tous les trois d'être sur ce plateau. Alors Laurence Rossignol, le chef de l'État est-il plus fragilisé que jamais et même notamment dans son propre camp? Écoutez, le chef de l'État a conclu une séquence, et il l'a conclue. Peut-être aurions-nous pu faire autrement, pardon. Peut-être en début de semaine, quand on a vu cette affaire monter, ce qui a été dit à la fin par le chef de l'État eût pu être dit plus tôt, parce que ce qu'il a dit est juste. Voilà, il a pris une décision. Cette décision, elle est respectueuse de la légalité, elle est bienveillante. Et il n'y en a pas d'autre possible. Personne ne veut rouvrir un débat aujourd'hui sur les conditions d'entrée et de séjour ou sur les régularisations. Cette famille avait épuisé toutes les procédures et le président de la République a rappelé ce que nous avons rappelé toute la semaine, c'est que l'école n'est pas le lieu où on interpelle les jeunes gens en situation irrégulière. Philippe Bas, est-ce que le président de la République a conclu cette séquence, comme vient de le dire Laurence Rossignol, ou est-ce qu'au contraire il ouvre une autre séquence, celle de la confusion au sommet de l'État? Je pense qu'il a fait un pas de côté. Je pense qu'en République, il y a des lois, que celui qui en a la charge au niveau le plus élevé, c'est le président de la République. Je pense que la proposition qu'il a faite est contraire aux lois. Je pense que proposer à une enfant d'une famille de revenir en France toute seule, comme si elle était majeure et qu'elle pouvait décider elle-même, c'est aussi méconnaître toutes les lois de la famille, les lois aussi sur le droit à mener une vie familiale normale. Je comprends très bien ce que dit Harlem Désir, je ne suis pas d'accord avec lui, mais il est cohérent au moins. Le président de la République n'a pas été cohérent. Et donc, moi je crois qu'il faut poser des principes, il faut expliquer des règles, il faut dire où est la République, il faut montrer des convictions, il faut les mettre en œuvre. Un président de la République, ça n'agit pas en fonction du fait divers du jour. Ça fixe la ligne et ça la met en œuvre avec autorité. Esther Benbassa, où est la République? S'interroge Philippe Bas ce soir. Écoutez, moi, je suis un peu étonnée que le président de la République se mêle de cette histoire. Et ça nous a donné l'impression que c'était le fait du prince. Un président n'a pas à discuter au téléphone avec une jeune fille comme Leonarda, même si, bon, c'est vrai, c'est tout à fait injuste qu'elle ait été arrêtée dans une cour d'école, enfin dans le bus, puis le bus qui s'est arrêté dans la cour d'école. Moi, je ne suis pas pour la sanctuarisation de l'école seulement, mais du temps de la scolarisation. Mais là, le président s'est déconsidéré. Enfin, je ne vois pas, en plus, avec une décision de ce genre, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, ni oui, ni non. Cette jeune fille, elle va arriver, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller à la DAS, elle va aller en internat, puis on va lui payer un billet tous les 15 jours pour qu'elle aille voir ses parents. Enfin, écoutez, je ne sais pas qui ce qu'il a conseillé, mais le conseil a l'air très mauvais, puisque ça divise aussi la gauche, pas seulement la droite, comme vous l'avez très bien dit. Et on n'avait pas besoin de ça. On a assez de soucis. Les Français ont assez de soucis. Et il faut surtout revoir les lois sur l'immigration et surtout travailler la question du discernement lorsqu'il s'agit de mineurs ou de jeunes gens scolarisés. Mais des mineurs scolarisés, des jeunes gens scolarisés, et on n'a pas maintenant à s'enfoncer dans cette histoire de cette façon-là. Laurence Rossignol, sur le statut présidentiel, sur la
fonction, est-ce qu'elle a été écornée ce week-end après l'intervention de François Hollande? Il était pressé de sortir de son silence. Finalement, la communication qu'il a faite, son intervention télévisée, a eu des effets assez désastreux. Je ne crois pas que sa communication ait été désastreuse et que sa fonction soit écornée. Nous avons vécu une séquence assez étrange quand même, une semaine un peu, moi j'ai qualifié un peu de la semaine folle. Je crois que cette affaire aurait pu se résoudre bien en amont, bien en amont. Il suffisait de dire en fait ce qu'a dit le président de la République à la fin. Peut-être c'est légal, mais les services de police, moi j'avais à l'époque dit que c'était un excès de zèle administratif. Le président de la République dit manque de discernement, on n'est pas loin. Hein, c'est ce que tout le monde sentait depuis le début. Rappeler aux préfectures que l'école, le temps scolaire sont pas... Ça a été fait, hein, Manuel Valls, après l'enquête des services généraux, a rappelé au préfet justement, notamment sur le temps périscolaire. Et il était important d'envoyer un message à tous les services en disant voilà l'esprit de la circulaire et voilà comment nous voulons appliquer l'esprit de la circulaire. Après, je ne crois pas qu'il faille ouvrir en ce moment un débat sur les lois sur l'immigration. Mais je voudrais faire remarquer qu'il y a une petite hypocrisie. Je sais que sans doute notre collègue Philippe Bas fait pareil. On a tous régulièrement une pile de dossiers de demande de régularisation de gens qui viennent, soit c'est des employeurs qui nous sollicitent, soit c'est des familles, soit c'est des enseignants, des individus, et ce sont des gens qui ne sont pas dans les clous des critères de régularisation, et on va voir le préfet avec nos dossiers sous le bras en disant « Monsieur le préfet, là j'ai 3 dossiers sur les 10 que j'ai qui me paraissent mériter que la loi soit bienveillante et généreuse. » Et donc on le fait tout le temps. Donc il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas trouver bizarre qu'on les fait pour le cas de cette jeune femme qui était une fille qui était devenue un sujet pour Philippe tout le Bas, monde. ça vous arrive de monter au créneau auprès des préfets pour demander la régularisation de certains dossiers qui passent avant les autres? Non, honnêtement pas. C'est pas qu'ils passent avant, c'est qu'on les défend. Ils passent en avant. Il n'y a pas un quota. Il n'y a pas un quota, mais quand un chef d'entreprise vient vous voir en disant est-ce que vous pouvez m'appuyer parce que là j'ai quelqu'un qui travaille bien. Dans l'immigration, il y a aussi une chance pour la France. Il y a des étudiants qui... Voilà, un étudiant. Là, moi, je suis très surpris parce que vous dites les choses d'ailleurs très gentiment. Vous avez des cas, vous les soutenez. Moi, je crois que nous sommes, nous, sénateurs, les premiers à devoir assurer le respect des lois. Je ne me pose pas tant de questions. Il y a les lois, il faut les respecter. Ce serait tellement plus simple. Et vous savez, on est en train de parler depuis une semaine, et plus encore ce week-end, d'une affaire qui a interpellé la conscience des uns et des autres. Pendant ce temps-là, on parle de Leonarda, on ferait mieux, parce que ça interpelle la conscience européenne, d'agir face au drame de ces noyés de Lampedusa. C'est dans les proportions, vous voyez la différence considérable qu'il y a entre les deux types d'événements. Nous avons des immigrés qui viennent vers l'Europe au péril de leur vie, qui se noient, des femmes, des enfants, et nous discutons pour savoir s'il est bien ou mal de faire descendre une jeune fille d'un autocar parce que sa mère l'a appelée au téléphone, parce que cette famille est en fraude en France, et elle est délibérément en fraude. Le rapport l'a parfaitement montré. Alors, écoutez, de grâce, essayons de situer les choses à leur vrai niveau et d'avoir des valeurs. Que fait l'Europe actuellement face à Lampedusa? Ça, c'est une question dont on peut débattre. Elle est vraiment importante. Mais les anecdotes sur la manière dont on va expulser une famille qui est ici en fraude, eh bien, ça ne doit pas envahir tous les médias pendant 10 jours. Et que le président de la République, je suis d'accord avec Esther Benbassa, parce que c'est le fait du prince, vienne dire ah ben moi je prends la petite là, la mineure, je la prends, mais pas ses sœurs. Hein. Ses sœurs, elles restent là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment peut-on inventer une fausse solution pareille? Vous dites fait du prince, mais oui, c'est le fait du prince. Et c'est de la navigation à vue. Et je crains fort que derrière tout ceci, il y ait le souci de maintenir, vaille que vaille, un attelage qui tire à U et à Dia, et on recherche le compromis politique avant l'affirmation des convictions et la mise en œuvre d'une politique qui réglerait les problèmes des Français. Esther Benbassa, Laurence Rossignol a dit qu'il ne faut pas pour autant ouvrir le débat sur l'immigration. Moi, je crois est-ce qu'au contraire, il faut l'ouvrir parce que, comme le dit monsieur... moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais on n'a pas de choix à faire entre Lampedusa, la petite Leonarda
pas le petit... Oui, d'accord. Qui nous interpelle quand même gravement. Je suis d'accord. C'est le problème de l'immigration. Chers collègues, je ne crois pas que vous seriez d'accord pour qu'on recueille, par exemple, 500 Syriens qui se trouvaient dans ces bateaux, 200 Érythréens, etc. Est-ce que vous seriez d'accord? Moi, pour qu'on leur évite de se noyer, non pas pour qu'on les accueille. C'est ça qu'il faut mettre en œuvre. C'est ça l'Europe. Non, parce que vous m'avez interpellé, donc je vous réponds. Non, mais je me permets de le faire. Même si l'Europe faisait une politique dans ce sens, vous ne seriez pas d'accord, me semble-t-il, de recueillir ces personnes si elles ne s'étaient pas noyées. Alors, Leonarda, c'est à peu près le même problème. Alors, écoutez, il y a à réfléchir sur le droit d'asile. Il y a, Monsieur Valls a mis en route un rapport, et il y a à revoir la question du discernement. J'insiste là-dessus, parce que ce sont des symboles, monsieur. Faire descendre une petite fille de l'autobus et la reprendre à l'école, écoutez, ça rappelle certaines choses. Arrêtons d'instrumentaliser les symboles. Lampedusa, vous avez donné cet exemple. Mais il y a également... C'est parce que notre conscience est interpellée quand il y a des noyades, des morts d'enfants, des morts de femmes, des morts d'hommes. On ne peut pas opposer les émotions et les consciences. On a une conscience. On doit les hiérarchiser. Et l'Europe doit agir là où les sujets sont d'une gravité extrême. On a quand même l'affaire Leonarda. On a aussi ce qui s'est passé à Marseille, où le président de la République a été hué. Samia Ghali ne dit rien aux personnes qui sifflent. On a posé la question aux internautes du nouvelobs.com, notre partenaire. François Hollande est-il discrédité? Eh bien, voyez ce qu'ont répondu les internautes. Ils ont dit oui à 75%, non à 20%. Et bien sûr, plus de 268 votants. Est-ce que François Hollande est discrédité? Comment on va faire pour tourner cette page, Laurence Rossignol? J'ai presque envie de vous dire que au rythme médiatique auquel on vit les choses, je ne sais même pas de quoi on parlera la semaine prochaine. Qui aurait pu dire la semaine dernière qu'on aurait assisté à cette scène irréelle de cette jeune fille en train de répondre à écran partagé avec un président de la République. Je ne sais même pas si l'un et l'autre savaient. Enfin bon, juste, les médias devraient aussi s'interroger de temps en temps sur ce qu'ils mettent en scène, parce que si on veut être tous responsables, il faut que chacun fasse acte de réflexion. Donc je ne sais pas. Pour ce qui s'est passé à Marseille, ce que je peux vous dire, c'est que 23 000 personnes qui sont venues voter à la primaire marseillaise, à la primaire socialiste, dans un contexte compliqué, avec une primaire qui a été observée de toute la France, et qui sont venues voter, c'est une dynamique extraordinaire. Et je connais rester sur ce constat. Non, mais je connais un peu et Marseille, et les protagonistes, et l'ambiance. Dans quelques mois, ici, on parlera de l'affrontement entre la liste de gauche de rassemblement conduite par Patrick Mennucci, dans laquelle il y aura Samia Ghali, dans laquelle il y aura toutes les forces de gauche, et puis en face, la liste conduite par Jean-Claude Gaudin. Ce qui s'est passé hier sera ravalé au rang des anecdotes oubliées de cette immense poubelle des anecdotes médiatiques. Et ce dont on parlera, c'est est-ce que cette dynamique de rassemblement ouverte par la primaire, elle va faire gagner Marseille à cette équipe-là? Et je pense que oui. Aujourd'hui, ce soir, je vous dis, je pense que oui. Très bien. Merci. Parce que moi, je pense qu'ils ne pourront pas s'entendre pour gouverner Marseille, et cet argument va porter parmi les Marseillais. Je vous admire d'avoir réussi à parler de dynamique. À vrai dire, vous êtes sans doute la seule à avoir constaté une dynamique à travers ces primaires à Marseille qui ont écœuré tous les Français. Non, mais ça n'a pas écœuré les Marseillais. Merci Philippe Bas, merci Laurence Rossignol, merci Esther Benbassa. C'est la fin de ce 24h Sénat. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Merci de votre fidélité et à demain.